Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue, de toxicomanie, d'addiction, de politique des drogues aussi. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler de ce qui s'est passé dans le monde concernant la prohibition des drogues, disons entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 60. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, je reporte ce topo à une toute prochaine fois parce que il s'est passé un événement qui mérite qu'on s'y arrête. C'est le décès du chercheur israélien Raphaël Mechoulam, qui est mort le 9 mars à l'âge de 92 ans et qui, de l'avis de ses pairs, était un des plus grands, sinon le plus grand chercheur dans le champ du cannabis et des cannabinoïdes. Lui et son équipe sont en effet impliqués dans deux moments cruciaux de l'histoire récente de la chimie du cannabis et des cannabinoïdes. En 1964, il isole le fameux delta 9 THC, le tétrahydrocannabinol, donc le principal principe psychoactif du cannabis. Et presque 30 ans après, en 1992, son équipe est impliquée dans l'isolement du premier endocannabinoïde. Alors, je vais rentrer avec quelques détails dans cette affaire. Je reviens donc à 1964 et on découvre enfin le principal principe psychoactif du cannabis. 150 ans avant, au début du 19e siècle, la morphine avait été isolée de l'opium, mais c'était une chimie beaucoup moins compliquée que celle des cannabinoïdes. Pendant tout le 19e siècle, on a isolé un très grand nombre de principes actifs des plantes. Certains de ces principes étaient psychoactifs, comme la morphine par exemple, ou la cocaïne. Et à la fin du 19e siècle, on isole d'une plante qui est utilisée de temps immémoriaux en Asie, l'éphédra, on va isoler l'éphédrine qui va donner naissance, comme je l'ai déjà raconté, aux premières amphétamines. Il s'avère que pendant la deuxième moitié du 19e siècle, le cannabis a été très largement utilisé comme médicament, en particulier dans la douleur, dans l'inflammation, dans le spasme, mais a finalement été isolé à la fin du 19e, début du 20e siècle pour toute une série de raisons. La première, c'est précisément qu'on ne parvenait pas à isoler le principe actif. Mais il y en avait d'autres. Il y avait le fait que le cannabis ne cochait aucune des cases de ce qui était considéré à l'époque comme un médicament moderne. Un médicament moderne devait être soluble dans l'eau. Le cannabis a plutôt une affinité avec les graisses, donc ça devait être soluble dans l'eau, et donc ça pouvait être injecté, comme le sont la morphine ou la cocaïne. Ensuite, il y avait d'autres raisons, par exemple le fait que la puissance des effets semblait extrêmement variable. On va comprendre avec la découverte du THC que ça dépend précisément du taux de THC. Et puis il y avait aussi le fait que, par exemple, lorsqu'on ne fumait pas, mais lorsqu'on avalait le cannabis, les effets étaient très différents suivant qu'on ait pris un repas ou qu'on ait le ventre vide. Et puis enfin, il y avait la concurrence de nouveaux médicaments comme l'aspirine ou les barbituriques. Bref, le cannabis relevait de l'ancienne herboristerie, n'avait pas les caractéristiques d'un médicament moderne, et c'est pour cette raison-là qu'avant même qu'il soit interdit comme drogue, à partir de 1925 dans les conventions, à partir de 1937 aux États-Unis, donc bien avant qu'il soit interdit comme drogue, il a cessé d'être utilisé comme médicament. Alors évidemment, la découverte du THC en 1964, donc encore une fois 150 ans après la morphine, va complètement transformer la situation. L'équipe de Mechoulam est impliquée dans un autre moment extrêmement important de l'étude des cannabinoïdes, parce qu'en 1992, elle va isoler le premier endocannabinoïde. Dans l'entre-deux, entre 64 et 92, on avait découvert des récepteurs aux cannabinoïdes dans le système nerveux central et ailleurs, des récepteurs qu'on avait appelés CB1 et CB2.
Et s'il existait des récepteurs, ça voulait dire que l'organisme lui-même fabriquait des substances qui se liaient à ces récepteurs. Alors, c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a toute une série de drogues qui ne parviennent à agir que parce qu'elles découvrent dans l'organisme des récepteurs auxquels se lier. Mais ces récepteurs n'existent pas pour ces substances exogènes. Ces récepteurs existent parce qu'ils reçoivent des substances endogènes, et c'est un système qui fonctionne de cette manière avec les opiacés. Il y a des récepteurs aux opiacés dans le système nerveux central, il y en a de différents types, et il y a des endomorphines, on a appelé ça des endorphines, qui peuvent se lier à ces récepteurs, en particulier dans la lutte contre la douleur. Eh ben, c'est un système un peu semblable qui a été découvert. Le premier, on appelle ça un ligand endogène, le premier endocannabinoïde a été découvert et isolé par l'équipe de Mechoulam. Mechoulam l'a appelé anandamide, de ananda qui veut dire sérénité en indo-européen, et amide parce qu'il y a une fonction chimique amide dans cette molécule. Depuis, on a découvert d'autres endocannabinoïdes, en particulier le 2-AG, et il est probable qu'on va en découvrir d'autres parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce qu'on appelle maintenant le système endocannabinoïde et qui prend en charge des fonctions tout à fait essentielles dans l'organisme. Cette histoire du système endocannabinoïde, elle est très importante pour de nombreuses raisons, mais pour une raison particulière. C'est que beaucoup des opposants farouches au cannabis n'ont cessé de dire que cette histoire de cannabis thérapeutique, c'était pas une affaire sérieuse, c'était le cheval de Troie de la légalisation du cannabis récréatif. En d'autres termes, ceux qui voulaient absolument légaliser le cannabis récréatif avaient trouvé une sorte de gadget pas sérieux du tout pour faire avancer leur thèse. La découverte du système endocannabinoïde montre exactement le contraire, et de cela Mechoulam était tout à fait persuadé, car il a toujours été intéressé par les utilisations thérapeutiques des cannabinoïdes. À partir du moment où il existe un système qui a des récepteurs, qui a des ligands endogènes qui se lient à ces récepteurs, on voit bien qu'on a la base rationnelle, la base scientifique qui va permettre de comprendre de mieux en mieux les possibilités thérapeutiques liées aux cannabinoïdes. J'ai oublié de vous dire qu'après le THC, après 64, l'équipe de Mechoulam a aussi isolé le CBD, le cannabidiol, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors Raphaël Mechoulam, toutes ces dernières années, était, comme on dit, nobélisable. Il ne recevra jamais le prix Nobel, puisque vous le savez, le prix Nobel n'est pas décerné à des personnes décédées, mais on considère généralement, en particulier ses pairs considèrent qu'il a été l'un des plus grands, sinon le plus grand chercheur dans le champ des cannabinoïdes, et je voulais à la fois lui rendre hommage et puis insister sur le fait que ces découvertes ont complètement transformé la vision qu'on pouvait avoir du cannabis et des cannabinoïdes en thérapeutique, en médecine, et c'est un point particulièrement important. Alors, avant de vous quitter, je vous montre mon bouquin, Drogue, la longue marche. Vous y trouverez évidemment tout ce que je vous raconte, mais en beaucoup plus précis, avec des citations, avec de la bibliographie. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Et puis, à part ça, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.